Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons parler maintenant de la désintégration bêta. Alors, lorsque on a une désintégration bêta, on a un neutron qui se transforme en un proton plus un électron qui est assez énergétique et qui est émis. Ce processus se produit autant pour des neutrons libres, avec une période qui est de l'ordre de 20 minutes, que pour des noyaux, à condition bien sûr que la transformation soit possible. C'est-à-dire que la masse du noyau final doit être plus petite que la masse du noyau initial. La différence, en peu de choses près, puisque la masse d'un électron est faible par rapport au nucléon, la différence essentiellement se retrouvant sous forme d'énergie cinétique. Alors, contrairement aux particules alpha, où on avait vu que le spectre était très fin, on observe pour les particules bêta un spectre très large et en plus continu, donc même pas un spectre de Rayet. Et il y a une violation de la conservation de l'énergie, puisque on a un atome dans un état de base au départ, un autre atome dans un état de base après, et un électron qui peut avoir une énergie à peu près quelconque. C'est cette difficulté qui fait que Pauli a inventé le neutrino. Donc il a imaginé qu'une particule supplémentaire était émise et qu'elle emportait la différence d'énergie. Et cette particule étant non observée à cette époque, il supposa que cette particule était neutre, pratiquement sans masse, ou sans masse, le neutrino, d'où son nom, petit neutre, et qu'elle n'interagissait pas par interaction nucléaire. De fait, Pauli a même dit une phrase qui est restée célèbre, qui est « J'ai fait quelque chose de terrible, j'ai inventé une particule qui ne peut pas être observée. » En fait, il avait tort de ce point de vue-là, parce que elle interagit très faiblement, mais elle n'est pas sans interaction. Le fait est que si une particule supplémentaire est émise, un neutrino, ou un antineutrino, il y a bien une interaction à travers ce processus, qui est l'interaction faible, nous en reparlerons dans un instant. Et cela a pu être effectivement confirmé après-guerre avec l'existence des premiers réacteurs nucléaires, le tout premier ayant été créé pendant le projet Manhattan. Les réacteurs nucléaires, de par les réactions nucléaires qu'ils provoquent un flux de neutrinos particulièrement intense. On a donc pu construire des détecteurs, et sur les milliards de neutrinos qui sont émis, on a pu en détecter quelques-uns, et confirmer qu'effectivement, les neutrinos étaient bien émis, et qu'effectivement, ils interagissaient extrêmement peu avec la matière, mais qu'ils interagissaient quand même un petit peu. On a donc trois processus bêta, un atome ZA, qui se transforme en Z plus 1 A, plus un électron, plus un antineutrino, ou qui se transforme en Z-1 A, plus un positron, plus un neutrino, où l'atome capture un électron, et donc Z-1 A, plus un neutrino. Et comme nous l'avons dit, dans ce processus de capture électronique, comme il n'y a seulement un neutrino qui est émis, cette radioactivité est très difficile à détecter. Mais étant donné qu'il y a un gros remaniement du cortège électronique, il y a émission de rayons X, c'est parfois même un électron périphérique qui est éjecté, on appelle l'électron Auger, et ça, on peut évidemment, bien entendu, le détecter. Alors, une autre différence avec la radioactivité alpha, c'est que la particule alpha, elle préexiste, peu ou prou dans le noyau, l'assemblage des neutrons-protons doit se faire, mais ils existent déjà dans le noyau,
tandis que l'électron ne préexiste pas à l'intérieur du noyau ou à l'intérieur du neutron. Il est créé lors du processus. Et c'est donc un processus analogue à l'émission d'un photon qui est créé dans une des excitations. C'est donc un processus radiatif, sauf qu'ici il s'agit d'électrons au lieu de photons. Et c'est ainsi que Fermi a créé la première théorie de l'interaction bêta, qui est une théorie radiative. Plutôt bonne, mais qui a dû être améliorée, beaucoup améliorée par après. On constate une grosse différence par rapport à l'émission des photons, c'est que pour des énergies comparables, la période de désintégration bêta est toujours beaucoup plus grande que la période de désintégration gamma. Si on prend une particule simple, on va dire un atome d'hydrogène qui est excité, il ne faut qu'une fraction de seconde pour qu'il se désexcite et émette un photon, alors que le neutron, lui, met 20 minutes pour se désintégrer, temps moyen. Et c'est une généralité. Et ça, c'est le signe que l'interaction qui est concernée est beaucoup plus faible que l'interaction électromagnétique. Et c'est pour ça qu'elle fut appelée interaction faible. C'est aussi une des deux raisons qui fait que le neutrino est difficile à détecter. Alors, c'est pas la seule raison, parce que si c'était la seule raison, on devrait quand même observer pas mal d'interactions du neutrino avec des atomes. L'autre raison, c'est que cette interaction n'agit qu'à très très courte portée. D'ailleurs, une portée beaucoup plus courte que l'interaction nucléaire. Donc, nettement plus courte que la taille du nucléon lui-même. Les lois sur la conservation du moment angulaire impliquent que puisqu'on a des particules de spin à demi ici, le neutrino doit aussi être une particule de spin à demi, ça doit être un fermion. Jangeli, au début, avait suggéré que le processus devait violer la parité. Donc que la parité ne devait pas être conservée dans le processus. Et cela a pu être confirmé. Alors, comment on a fait? On a pris des atomes de cobalt 60 qui possèdent un spin et qu'on a mis dans un état polarisé, donc avec le spin ayant une orientation bien précise. On a observé la désintégration et l'émission des électrons, bêta, dans les différentes directions. S'il y avait conservation de la parité, on montre que le nombre d'électrons émis sous un angle θ doit être le même que l'angle pi moins θ. Donc, les émissions symétriques. Et donc, mais ce n'est pas ce qu'on a observé. On observe une grosse dissymétrie dans l'émission des électrons. Il y a une asymétrie forte et donc la parité n'est pas conservée. Alors on a montré plusieurs choses. On a montré qu'avec la désintégration bêta+, pour le positron, on obtient aussi une telle asymétrie, mais elle est inversée. Ce qui montre que si on combine la symétrie C, qui passe de matière à antimatière, en fait ça inverse la charge électrique, avec la parité, alors cette combinaison est conservée par cette interaction bêta. Mais séparément, elles sont violées. Et on a également montré qu'il y avait une polarisation longitudinale des électrons émis, et donc des neutrinos, et qui se comportent alors un peu comme un tire-bouchon. Donc ils ont leur spin qui est orienté le long de la direction de propagation dans un sens ou dans l'autre. Et on a montré là aussi qu'on retrouvait la même asymétrie. En fait, on a pu prouver ainsi par l'expérience que les neutrinos ont une hélicité gauche, donc ils tombent comme l'inverse d'un tire-bouchon, toujours. Tous les neutrinos. Et les antineutrinos, eux, ont une hélicité droite. Donc ils tombent dans le même sens qu'un tire-bouchon. Alors, si
en utilisant les combinaisons de fonctions d'onde pour avoir des états singulaires ou triplets, nous avons déjà vu ce genre de choses, en utilisant les propriétés de Fermi-Dirac, du fait que les neutrinos et les électrons sont des fermions, on peut obtenir une loi qui donne le nombre d'électrons bêta qui sont émis en fonction de leur énergie cinétique, qui typiquement s'échelonne entre 0 et, par exemple, pour l'indium 114 pour être exact, pour l'indium 114, s'échelonne entre 0 et 24 mégaélectronvolts. Et le nombre d'électrons suit une droite, comme ceci. Et elle est extrêmement bien vérifiée par l'expérience. Les points des mesures s'alignent vraiment parfaitement avec cette droite, avec un petit excès ici, qui s'explique très bien parce que à basse énergie, les électrons bêta étant lents, ils peuvent être facilement déviés, diffusés par les atomes voisins, et de ce fait, ils perdent de l'énergie. Et en perdant de l'énergie, on obtient un excès d'électrons de faible énergie. Donc, la théorie pour l'émission bêta est extrêmement bien vérifiée expérimentalement, beaucoup mieux que pour la radioactivité alpha, nous l'avons vu. On peut utiliser le même genre de théorie pour l'émission bêta+, bien entendu, et également pour la capture électronique. Alors pour la capture électronique, il y a une subtilité, parce qu'elle ne peut se produire que s'il y a un électron qui passe par là pour interagir avec le noyau. Et donc dans la capture électronique, le processus est inverse. C'est le proton et l'électron qui interagissent et qui deviennent un neutron plus un neutrino. Et donc il faut qu'il y ait un électron qui soit disponible. Ces électrons, c'est les électrons des couches extérieures. Et là, on a la théorie sur les électrons qui sont disposés autour d'un atome, et on peut calculer la probabilité de présence de l'électron, des électrons périphériques à l'intérieur du noyau. Il y a une certaine probabilité de s'y trouver. S'il n'interagit pas, il ne fait qu'y passer, comme si le noyau n'était même pas là. Au pire, il peut être légèrement influencé par le fait que le potentiel n'est pas électrostatique, n'est plus coulombien à l'intérieur du noyau, il est plutôt uniforme. Mais à part ça, l'électron passe dans le noyau comme s'il n'y avait rien. Hein, ubiquité, étrangeté, passe-muraille des particules en physique quantique, comme avec l'effet tunnel, où les particules peuvent passer parfois l'une à travers l'autre comme si elles n'étaient même pas là. Mais s'il y a une certaine probabilité de passer par là, et donc d'interagir, à ce moment-là, évidemment, il est très perturbé. Il est carrément absorbé et transformé en neutron. Et on peut calculer ces probabilités, et typiquement, les électrons qui ont la plus grande probabilité de se trouver au sein du noyau sont ceux des couches K et L. Dans un noyau donné, avec plein d'électrons, les couches K et L sont les premières, et c'est donc un peu logique que ce soit celle-là qui ait plus de chances d'avoir un électron situé au centre, au niveau du noyau. Et ça explique aussi que, une fois que l'électron a été capturé, il y a un gros trou, et donc les électrons vont basculer pour remplir ce trou, pour restructurer les couches électroniques, avec une forte émission d'énergie sous forme de rayons X, ou d'interaction entre électrons et un électron périphérique qui est éjecté. Voilà, pour l'interaction bêta. Alors, dans la prochaine vidéo, la dernière sur la radioactivité, nous verrons le dernier type de radioactivité. Nous parlerons de la radioactivité gamma. Je vous remercie.